bien, bonjour et bienvenue à toutes et tous à ce webinaire de lancement de Septembre Rouge sous l'égide de Vivre avec une ENMP. Donc rouge, c'est la couleur du sang, ce fluide qui circule dans nos veines, qui est synonyme d'amour, de passion, de vitalité, puisque c'est ce qui, transporte l'oxygène, les nutriments, nos défenses immunitaires, etc. Et parfois, ce sang peut être aussi le siège de maladies par lui-même ou au sein de son usine à fabriquer les cellules sanguines, la moelle osseuse à ne pas confondre avec la maladie épinière, c'est ce qu'on va voir en détail ce soir. Et donc ce soir, nous avons 4 experts qui ont l'honneur d'être parmi nous pour nous expliquer ces affectations qui peuvent toucher le sang. Donc, nous avons le plaisir d'être avec le professeur Rafou. Professeur Rafou, bonsoir. Donc, vous êtes hématologue, chef de service je vais vous mettre en grand, chef de service adulte à l'hôpital Saint-Louis. Bonsoir, merci beaucoup. Donc, vous allez nous parler des leucémies. Ensuite, nous aurons le docteur Sauret. Donc, bonsoir, docteur Sauret. Vous avez la gentillesse de remplacer le docteur Kiladjian qui a eu un empêchement de dernière minute. Et donc, vous êtes au centre d'investigation clinique de l'hôpital Saint-Louis. Merci beaucoup. Et vous aurez la tâche de nous expliquer les néoplasies myéloprolifératives. Bonsoir et merci beaucoup. Le docteur Alexis Talbot. Bonsoir, docteur Talbot. Donc, vous êtes immuno-hématologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris également. Et vous nous parlerez donc du myélome. Et enfin, le docteur Rossi qui a dû se déconnecter quelques minutes. Alors, le docteur Rossi nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Il est actuellement pour quelques mois en Californie, à Stanford. Donc, avec le décalage horaire, il a dû se déconnecter et il se reconnectera pour nous parler du lymphome. Donc, on a du Paris et de l'outre-Atlantique avec nous. Bonsoir et bienvenue à tous à cette webconférence. Karine, je te laisse la parole. Bien, merci d'abord à vous, messieurs et mesdames les médecins, de nous donner de votre temps, en plus de tout ce que vous faites déjà. Septembre Rouge, c'était un délire il y a un peu plus de 2 ans. Il a pris forme. Cette année, il est dédié, et j'insiste là-dessus, il est dédié à Laurent. Laurent, c'était un super copain qui était membre de l'association et qui est décédé en mars dernier des suites des complications d'une thrombocytémie essentielle. Voilà. Merci aux plus de 100 soutiens qu'on a réunis cette année. L'année dernière, on en avait 25. Cette année, on en a 100. Des mairies, des hôpitaux, des labos, des institutions, des groupes coopérateurs de médecins. Voilà, ça fuse. Maintenant, les gens s'adressent à nous directement. On n'a plus besoin d'aller les chercher pour participer à cette 2e édition. Merci avec une mention spéciale, un gros câlin, tout ce qu'elle veut à Oriane et à Dis-moi Santé et toute son équipe, parce que sans elle, eh bien, ce soir, on ne serait pas là. Septembre Rouge, donc depuis 2 ans, c'est une merveilleuse aventure. Une aventure humaine surtout. Moi, j'apprends des choses tous les jours parce que j'ai le niveau scientifique d'une petite section maternelle. Donc, j'espère que ce soir, vous en apprendrez aussi beaucoup. Moi, j'attends évidemment avec impatience de découvrir ce que partagent nos copains de galère. Parce que, voilà, moi, j'ai une NMP, mais... il y en a d'autres qui ont autre chose et j'espère que je vais tout comprendre. Voilà, donc sacré défi, messieurs, mesdames, à vous. Ah, d'abord, je vous laisse découvrir le clip, j'avais complètement oublié, le clip officiel de cette 2e édition de Septembre Rouge.
c'est nous. Les cancers du sang, ça n'arrive pas qu'aux autres. Karine, on peut te féliciter pour cette mobilisation auprès de beaucoup de journalistes de la presse française qui va donner encore plus d'ampleur à ce mois et d'accompagnement pour les patients et leur prise en compte de leur pathologie. Je voulais juste vous signaler quelque chose, quelqu'un qui est en back-office, un médecin de Saint-Louis qui nous aide beaucoup, c'est le docteur Pierre-Édouard de Bureau. Donc, si vous posez des questions sur sur l'onglet questions, des questions d'ordre général, c'est pas de la téléconsultation, si vous voyez quelqu'un qui répond, donc c'est Pierre-Édouard qui est là pour prendre les questions que vous serez amené à poser. Docteur Rafou, c'est à vous. On va donc vous laisser monter sur scène et on va vous mettre vos slides. Bonsoir. Rebonsoir. Bonsoir à tous. En commençant, d'abord, merci à Vivre avec une ANMP et aussi merci à Dis-moi Santé de permettre d'organiser ce type d'événement parce que c'est toujours important de parler et de comprendre et de ce fait, le partage ensemble permet de mieux avancer. Et donc, l'objectif, c'est d'essayer de donner et de comprendre certaines de ces maladies. Alors, moi, je parle ce soir de leucémie. Alors, leucémie, ça veut dire quoi? Leucos, c'est le blanc, donc c'est les globules blancs qui circulent dans le sang. Et donc, les leucémies, c'est des globules blancs qui circulent dans le sang. Donc, il y a plusieurs types de leucémies. Je vais d'abord faire un focus sur les leucémies aiguës. Et donc, les leucémies aiguës, c'est quoi? Les leucémies aiguës, il y en a deux grands types. Les leucémies aiguës lymphoblastiques et les leucémies aiguës myéloïdes. Dans ces leucémies, c'est une prolifération de cellules qu'on appelle souches dans la moelle osseuse qui aboutit à la non-production des cellules normales du sang que sont les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. En fait, dans une moelle normale, donc on a des cellules souches et ces cellules souches, elles vieillissent progressivement et plus elles vieillissent, elles se multiplient et en se multipliant, elles apprennent à avoir une fonction. Et dans une leucémie aiguë, qu'est-ce qu'il se passe? Les cellules les plus jeunes, elles prolifèrent et elles s'accumulent dans la moelle et elles empêchent la production des cellules matures, terminales, que sont les globules rouges, les globules blancs normaux et les plaquettes. Alors, une leucémie aiguë, ça survient comment? En fait, ça survient parce que dans ces cellules, il y a une accumulation d'événements génétiques. Alors, il y a plein d'événements génétiques. Je ne vais pas tous les détailler parce que tous les noms de gènes, c'est tous des gros mots, c'est des noms très compliqués, mais en fait, c'est des anomalies qui se passent à différents niveaux de la cellule, et ces anomalies, elles s'accumulent et elles entraînent la transformation de la cellule qui va donc, du coup, se multiplier et ne plus se maturer, se différencier. Quand je parle d'anomalies génétiques, il y a une chose qui est importante, c'est que c'est des anomalies génétiques qui sont acquises. C'est-à-dire qu'elles sont présentes dans les cellules de la moelle osseuse et uniquement dans les cellules de la moelle osseuse. Ces anomalies, elles ne sont pas présentes dans d'autres organes. Ce qui veut dire que ces anomalies qui sont présentes dans la leucémie aiguë, elles n'ont pas été transmises par les parents et elles ne sont pas non plus transmissibles aux enfants. Alors, ces leucémies aiguës, ça survient pourquoi? En fait, dans la grande majorité des cas, on ne sait pas pourquoi ces anomalies génétiques, elles apparaissent. Cependant, on sait que dans certains cas, ces leucémies aiguës, elles peuvent survenir après d'autres maladies qu'on connaît déjà, des maladies hématologiques dont on va parler ce soir, et en particulier donc, les néoplasies myéloprolifératives et éventuellement après syndrome myélodysplasique. Ces leucémies, elles peuvent être secondaires aussi à des traitements qui sont faits, donc à des produits toxiques et à des traitements qui sont faits pour d'autres cancers. Alors, par exemple, on va parler d'autres cancers hématologiques ce soir, des lymphomes, des myélomes, et ces leucémies aiguës, elles peuvent aussi survenir après ça. C'est des événements qui sont rares mais qui existent, et donc il faut savoir surveiller. Et puis on peut aussi avoir des leucémies qui apparaissent après
des expositions à des toxiques professionnels, le plus connu étant le benzène, mais il y en a d'autres qui sont aussi décrits. Et puis, une chose plus récente, c'est que ces leucémies aiguës, elles peuvent apparaître aussi sur des prédispositions génétiques. C'est-à-dire, on a un terrain génétique qui pourrait favoriser l'apparition d'une leucémie. Alors, contrairement aux anomalies dont je parlais tout à l'heure dans les cellules de la moelle, dans les cellules leucémiques qui sont des anomalies acquises, là on peut avoir des anomalies qui peuvent être transmises. Et donc c'est important de savoir les rechercher pour éventuellement pouvoir prévenir et surveiller. J'ai pris 2 exemples sur cette diapositive, juste pour montrer que, en fait, cette prédisposition qui peut être présente dans une cellule, la prédisposition, elle ne veut pas dire que le patient va développer forcément une leucémie. Pour développer la leucémie, il faut acquérir d'autres événements, et c'est l'acquisition de ces autres événements qui peuvent faire voir apparaître la leucémie. Et c'est pareil dans d'autres gènes, et en particulier dans des gènes très importants, dans le contrôle des mutations dans la cellule, comme la protéine P53 que j'ai illustrée ici. Alors, la leucémie aiguë, ça survient dans quelle population? En gros, la leucémie aiguë, c'est environ 4000 cas par an en France. C'est essentiellement des leucémies aiguës myéloïdes, bien plus que des leucémies aiguës lymphoblastiques. Les leucémies aiguës myéloïdes, c'est plutôt la maladie des sujets, des adultes. C'est rare avant 45 ans et la fréquence, elle augmente vraiment beaucoup après 60 ans et elle rediminue un petit peu dans les populations les plus âgées, mais qui sont moins nombreuses à partir d'un certain âge. Mais donc, c'est vraiment une pathologie plutôt des sujets adultes et des sujets adultes mûrs. Et puis, la leucémie aiguë lymphoblastique, c'est rare chez l'adulte, ça existe bien sûr, mais c'est rare. Et par contre, ça reste le premier cancer de l'enfant, et où aujourd'hui on guérit beaucoup d'enfants, mais c'est vraiment le premier cancer de l'enfant. Alors la leucémie aiguë, comment on s'en rend compte? En fait, cette leucémie aiguë, elle vient, les signes qui font reconnaître une leucémie, c'est essentiellement des signes qui montrent qu'il manque des cellules normales du sang. Exemple, si on manque de globules rouges, on a ce que l'on appelle une anémie, et du coup, les signes, c'est pâleur, fatigue, essoufflement. Si les plaquettes diminuent, les signes qu'on voit apparaître, c'est des saignements, et si les globules blancs, en particulier un type de globules blancs qu'on appelle les polynucléaires neutrophiles, si cela amène à être diminué, on a un risque d'infection augmenté, en particulier d'infection bactérienne et d'infection à champignons. C'est les principaux signes cliniques qui font révéler ces maladies. Cependant, parfois, les signes peuvent être différents, et en particulier dans les maladies où les cellules prolifèrent vraiment très vite. Et à ce moment-là, ces cellules immatures qu'on appelle les blastes, elles peuvent gêner la circulation dans le sang et donner des signes pulmonaires, des signes cérébraux. Et puis, elles peuvent aussi donner des masses en dehors de la moelle. Alors nous, on appelle ça localisation extramédullaire, en dehors de la moelle. Et elles peuvent s'accumuler dans des organes comme la peau, comme les méninges, comme l'os. Et elles peuvent donner donc des localisations de type masse. Alors, ces leucémies aiguës, donc, je vous ai dit, il y a les leucémies aiguës lymphoblastiques, les leucémies aiguës myéloblastiques. Chez l'adulte, ce qui était notre focus de ce soir, on a essentiellement des leucémies aiguës myéloblastiques. Donc, j'ai fait un schéma globalement très synthétisant la prise en charge des leucémies aiguës. Mais en gros, la leucémie aiguë aujourd'hui, ça reste, quand on peut le supporter, à base d'un traitement très intensif de chimiothérapie. Donc, quand on est jeune et qu'on n'a pas de fragilité particulière, on peut recevoir un traitement intensif. Ce traitement intensif, il est basé sur une chimiothérapie intensive et sur lequel on peut y rajouter des thérapies ciblées. Aujourd'hui, je vous ai parlé tout à l'heure dans la première diapositive de gènes qu'on retrouve mutés dans certaines leucémies. Eh bien, il y a certains de ces gènes pour lesquels on a des médicaments qui vont directement les cibler. Et donc, on peut rajouter à cette chimiothérapie certains médicaments qui vont améliorer encore les résultats de la chimiothérapie. Et ensuite, on analyse aussi ces gènes, et dans ces gènes, on dit aujourd'hui qu'il y a des génétiques qui sont plutôt favorables et des génétiques qui sont moins favorables. Et quand on a un génotype qui semble favorable, les options de traitement, elles restent essentiellement donc basées sur de la chimiothérapie intensive, appelée chimiothérapie intensive de consolidation, et puis dans les approches qui sont moins, dans les génétiques qui sont moins favorables, à ce moment-là,
on fait un petit peu de chimiothérapie, mais surtout on essaye de diriger les patients vers ce traitement intensif qui est la greffe de moelle, qui consiste à, en gros, changer la moelle pour que la maladie ne revienne plus. Et aujourd'hui, dans tous ces traitements, on a des approches de plus en plus de traitements derrière qui sont donnés après ces traitements pour essayer de continuer à donner une pression sur la maladie avec des traitements de maintenance, que ce soit après la chimiothérapie ou après la greffe de moelle. Par contre, chez les sujets les plus âgés, en gros les plus de 70 ans, et ou les patients qui peuvent être un peu plus jeunes et qui ont des fragilités d'organes, qui ont des antécédents par des fragilités d'organes, à ce moment-là, les traitements intensifs sont souvent dangereux et ne sont pas vraiment conseillés aux patients. Et à ce moment-là, on prend des options de chimiothérapie non intensive qui peuvent être aussi là aussi aidées par des thérapies ciblées, pareil, sur une cible génétique qu'on a identifiée au moment du diagnostic. Et de plus en plus, on fait dans ces traitements des combinaisons de thérapies ciblées. Par contre, c'est vrai que de temps en temps, on peut être fragile au départ, parce qu'on est fragile un peu par son âge et éventuellement quelques antécédents, mais on est aussi fragilisé par la leucémie. Et le fait de traiter la leucémie, elle peut rendre moins fragile. Et chez certains patients, quand on a récupéré de certaines fragilités, même si on a une approche non intensive au départ, on peut être réorienté vers des traitements, et y compris vers la greffe de moelle. Par contre, quand on reste fragile, eh bien, ces traitements ils sont poursuivis et ils sont généralement poursuivis de façon continue à vie dans le suivi des patients. Alors, les leucémies aiguës, c'était vraiment ce focus que je faisais ce soir, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, leucémie, c'est globules blancs qui circulent, et il y a d'autres maladies qu'on appelle leucémie chronique, et où il y a aussi des globules blancs qui circulent. Alors, il y a une maladie qu'on appelle LLC, leucémie lymphoïde chronique, et une maladie qu'on appelle LMC, leucémie myéloïde chronique. Dans ces deux cas, c'est des cellules matures, contrairement à tout à l'heure où c'était des cellules jeunes immatures. Là, c'est des cellules matures qui circulent, mais c'est des équivalents de maladies dont on va parler ce soir. La LLC, en gros, on peut dire que c'est un équivalent d'un lymphome, et Cédric Roussy va vous parler des lymphomes tout à l'heure. Et la leucémie myéloïde chronique, c'est un cas particulier de néoplasie myéloproliférative dont va vous parler Juliette Soret ce soir. La seule différence dans cette LMC, c'est qu'elle est associée à une anomalie génétique qui est toujours présente, qui est toujours la même, et pour lequel il existe un traitement avec un médicament qui cible directement cette anomalie et qui en fait une maladie très particulière en tant que telle parmi les néoplasies myéloprolifératives. Donc voilà pour ce focus sur les leucémies, et je suis bien sûr à l'écoute de toutes vos questions. Merci infiniment, professeur Rafou, pour la clarté. Alors, moi, j'avais 2 questions. Après, on prendra des questions du fil. Alors, si les gens du fil pouvaient les poser sur l'onglet questions, ça serait formidable. Ça nous faciliterait la vie. Alors, la première, est-ce que l'incidence des leucémies progresse, diminue, stagne, etc. Et la deuxième, vous avez parlé de l'exposition à certaines substances chimiques. Est-ce que fumer, c'est bientôt la rentrée, on sait que nos ados fument pas mal. Est-ce que la cigarette peut avoir un impact sur l'apparition d'une leucémie? Alors, merci à une de ces questions. La première question, oui, on a l'impression que l'incidence augmente. Pourquoi? Les leucémies aiguës, de nouveau, celles où on n'arrive pas à trouver de cause, on a l'impression que c'est à peu près stable. Mais les leucémies secondaires, finalement, eh bien, on a l'impression qu'elles augmentent, et en particulier celles qui sont secondaires à des produits de chimiothérapie ou de la radiothérapie. Donc, on a un petit peu une augmentation de l'incidence essentiellement par cela. Et alors après, la deuxième question, c'est une excellente question, et en fait, dans le tabac, il y a plein de toxiques. Et par exemple, dans le tabac, il y a un petit peu de benzène, et j'ai cité le benzène tout à l'heure comme étant un médicament, un toxique, pardon, qui va favoriser l'apparition. Alors, il y a des études épidémiologiques qui montrent, alors dans la leucémie du myéloïde, il n'y en a pas de fauve, mais dans les LAL, il y a des études qui ont été faites et qui ont montré ça, que en fait, le tabac pouvait favoriser quand même l'apparition
de leucémie aiguë. Donc le tabac, ça ne donne pas que le cancer du poumon, ça peut aussi donner d'autres maladies et c'est vrai que ça peut favoriser l'acquisition d'une leucémie. Merci beaucoup. Karine. Avec le son, ça ira mieux. Professeur Raffou, moi j'ai une question toute simple. Est-ce qu'on peut encore attendre des progrès de la recherche pour guérir ces leucémies? Voilà. Alors, oui, on peut attendre énormément de progrès de la recherche. Il y a deux grandes voies dans le progrès. Elles sont, d'une part, je vous ai parlé, parce que je ne voulais pas en détailler trop parce qu'on rentre très vite dans des choses très compliquées sur les gènes, mais en fait, la découverte de beaucoup de ces anomalies génétiques nous permet aujourd'hui de trouver des médicaments qui vont cibler directement ces anomalies. Et aujourd'hui, donc on en a quelques-unes déjà à disposition, mais il y en a d'autres qui arrivent à disposition et qui vont permettre de faire moins de chimiothérapie toxique, donc moins de toxicité des traitements et du coup des traitements qui vont pouvoir être donnés de façon plus facile et donc permettre de guérir mieux. Donc ça, c'est sur le côté anomalie génétique. Et puis, un deuxième volet dont vraisemblablement mes camarades de ce soir, et en particulier ceux du lymphome et du myélome vont parler, qui sont les immunothérapies, parce que dans la leucémie aiguë myéloïde, aujourd'hui, l'immunothérapie, c'est compliqué, on n'y arrive pas encore très bien, on est dans les balbutiements, mais il y a des petites choses qui sont en train de se passer. Par contre, dans les leucémies aiguës lymphoblastiques, on a déjà fait des progrès énormes et il y en a d'autres qui arrivent derrière. Donc il y a encore beaucoup, il y a vraiment à attendre de la recherche et cette recherche, elle est vraiment hyper importante. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent sur ça et c'est vraiment, et on a vraiment encore à attendre et je pense que vraiment demain, on pourra guérir beaucoup plus et surtout mieux, je pense, dans le sens de tolérance des traitements, etc. Alors, vous avez parlé des leucémies secondaires. Là, c'est pas tout à fait ça. On a une question de Sabine qui dit, d'après ce qu'elle avait compris, que pour que la maladie ne revienne pas, on propose à certaines personnes une allogreffe Oui. ou une autogreffe. Mais est-ce que les NNP, du coup, disparaissent? Ah, alors c'est une bonne question. Donc Juliette pourra peut-être en reparler aussi, mais du coup, c'est vrai que quand on fait une allogreffe dans un contexte de maladie, de leucémie aiguë, qui arrive après un syndrome myéloprolifératif, une néoplasie myéloproliférative, à ce moment-là, on espère que la greffe, elle va en gros guérir l'ensemble. Alors après, il y a des questions difficiles, c'est que de temps en temps, on peut avoir la maladie qui peut être très bien contrôlée, mais on voit un peu de moelle qui retravaille un peu en dessous, ou l'environnement qui fait que peut-être on peut avoir des choses qui réapparaissent. Mais l'objectif dans une greffe de moelle, quand même, c'est d'essayer de faire tout disparaître, c'est-à-dire la leucémie aiguë, mais aussi le syndrome, la néoplasie myéloproliférative sous-jacente. Parfait. Et alors, une question de Sabrina. Après, on sera obligé de passer au docteur Sorel. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer en quoi consiste une chimiothérapie intensive? Alors, une chimiothérapie intensive, c'est vrai que donc c'est l'administration, c'est des produits qui se passent par voie intraveineuse, c'est des médicaments qui vont avoir pour objectif de détruire les cellules qui se divisent. Donc la chimiothérapie, généralement, ça agit sur les cellules qui sont en train de se diviser. Donc là, il y a des médicaments qui sont très spécifiques des cellules myéloïdes et qui, quand ils vont être donnés, ils vont entraîner la mort brutale de ces cellules. Et donc, ils vont détruire tout. C'est-à-dire, ils vont détruire les mauvaises cellules, mais aussi les bonnes cellules qui restent. Ce qui fait que, après ces chimiothérapies-là, on est dans des périodes de grande fragilité de l'organisme, puisque l'on n'a plus du tout de bonnes cellules. On n'a plus de globules rouges, on n'a plus de plaquettes, et on n'a plus de globules blancs. Et donc, du coup, il faut faire des traitements pour gérer cette période-là, c'est-à-dire des transfusions pour apporter des globules rouges quand il n'y en a plus, des plaquettes quand il n'y en a plus, et puis les globules blancs, ça ne se transfuse pas, et donc on fait le travail à la place des globules blancs, et donc on apporte les médicaments qui font le travail à la place, c'est-à-dire des antibiotiques, des antichampignons, des antiviraux éventuellement, etc. Mais la chimiothérapie intensive, c'est un traitement qui va tout raser, et c'est ça, et dont on espère qu'une fois qu'il a rasé tout ça, ben, les bonnes cellules commencent à repartir. Alors c'est pour ça qu'il faut les enchaîner, mais que du coup ça marche assez bien dans des maladies qui répondent très bien à la chimiothérapie, qui sont très sensibles, mais quand la maladie elle n'est pas complètement sensible, c'est là où ça ne suffit pas toujours et que c'est là où on a besoin d'avoir le traitement par la greffe de moelle qui apparaît derrière.
Merci beaucoup. Il y a pas mal de questions et puis en fait, au fur et à mesure vous répondez, d'autres questions arrivent. Donc peut-être qu'on refera une séance de questions à la toute fin lorsque tous les orateurs auront présenté. Docteur Sauret, donc c'est à vous pour nous parler des néoplasies myéloprolifératives. On va vous mettre vos slides sur l'écran. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir organisé tout ça. Merci à Karine pour l'énergie qu'elle met à essayer de faire bouger les choses. Moi, je vais essayer d'être assez rapide parce qu'il y a un autre webinaire dans quelques jours qui sera qui concernera uniquement les néoplasies myéloprolifératives. Donc, c'est juste un avant-goût de ce que vous pourrez apprendre dans quelques jours. Donc, je vais essayer de ne pas vous assommer pour l'instant. Alors, là aussi, je vais revenir sur la moelle osseuse, qui est le lieu de production de toutes les cellules sanguines, pour vous expliquer un petit peu donc les trois types principaux de néoplasie myéloproliférative, hormis la leucémie myéloïde chronique. Donc, on a une cellule souche sanguine qui est capable de donner à la fois des globules rouges ou bien des plaquettes ou bien les globules blancs. Et donc, en fonction du type de néoplasie myéloproliférative, c'est pas exactement les mêmes choses qui se dérèglent. Donc en fait, si c'est la voie de production des plaquettes qui est déréglée. On appelle ça une thrombocytémie essentielle. Et là, en fait, il va y avoir un excès de production de plaquettes par la moelle osseuse. Et ces plaquettes vont passer dans le sang. Et dans le sang, on verra trop de plaquettes. Et donc, c'est ce qui aboutit en général à une thrombocytémie essentielle. Dans le cas de la polyglobulie de Vaquez, c'est la voie de production des globules rouges qui va devenir prédominante et on va avoir une production trop importante de globules rouges, mais parfois aussi ça s'accompagne d'une production trop importante de plaquettes, donc on va avoir trop de globules rouges et parfois aussi un peu trop de plaquettes, voire parfois un peu trop de globules blancs. Et puis, dans le cas de la myélofibrose, qui est la troisième principale néoplasie myéloproliférative non leucémie myéloïde chronique, là, en fait, c'est le tissu de soutien de la production de ces cellules sanguines qui va être déréglé finalement par la production de certains facteurs par les précurseurs des plaquettes. Et donc, il va se créer de la fibrose dans la moelle, ce tissu de soutien va devenir moins efficace, moins amical, et donc on a une espèce de tissu cicatriciel à l'intérieur de la moelle osseuse qui fait que la production va devenir plus anarchique, et on peut dans ce cas-là avoir à certains stades trop de globules rouges, de plaquettes ou de globules blancs, et parfois à un autre stade de la maladie, finalement une raréfaction de la production des cellules sanguines du fait de ce tissu de soutien qui devient finalement non aidant. Alors pourquoi ces maladies arrivent? Dans les néoplasies myéloprolifératives, on a identifié plusieurs mutations qui peuvent aboutir à ce dérèglement de production de cellules par la moelle osseuse. Et donc le principal et le premier gène qui a été identifié comme muté et entraînant ce type de maladie, c'est le gène JAK2 qui peut être muté. Et on voit que dans les polyglobulies de Vaquez, ce gène, il est responsable d'à peu près 98% des polyglobulies de Vaquez. Donc c'est très rare d'avoir une polyglobulie de Vaquez et de ne pas être muté sur le gène JAK2. Par contre, dans les thrombocytémies essentielles ou dans les myélofibroses, ce gène, il est muté, on le retrouve muté dans à peu près 50% des cas. Donc dans les 50 autres % des cas, ça peut être d'autres gènes qui sont mutés. Alors, ça peut être le gène de la calréticuline, le gène CALR, qui a été découvert un peu plus tard, parce que c'est un peu moins fréquent. Et puis, on ne l'a pas représenté sur ce tableau, mais il y a un autre gène qui peut être muté, qui est le gène MPL,
Et puis, dans ces thrombocytémies essentielles ou dans ces myélofibroses, dans à peu près 30% des cas, pour l'instant, on n'a pas identifié de gènes qui sont appelés gènes drivers, hein, qui mutent et qui induisent la maladie. Probablement parce que c'est soit un ensemble de gènes, ou soit des gènes qui sont plus rarement mutés, et donc dans 30% des cas, on ne retrouve pas de gène dont on peut dire qu'il est en cause, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de maladie. Et donc, quand on a une suspicion de thrombocytémie essentielle ou de myélofibrose et qu'on n'a pas retrouvé des mutations de ces gènes, on va faire la biopsie ostéomédulaire pour aller voir directement dans l'usine de production si on voit que l'usine est désorganisée et si au microscope, on voit que les cellules sont désorganisées. Ces mutations, comme le disait le professeur Rafou tout à l'heure, c'est pas des mutations qu'on a en nous depuis tout bébé et qui nous ont été héritées des parents et qu'on peut donner à nos enfants, parce qu'elles sont uniquement survenues à un moment de notre vie dans les cellules souches sanguines. En fait, tous les jours, comme nos cheveux poussent, notre peau pèle et on la renouvelle, tous les jours, on fabrique des milliards de cellules sanguines. Et donc, tous les jours, on doit copier des milliards de fois dans la journée l'intégralité de notre code génétique, puisque dans une cellule, à chaque fois, on a tout notre code génétique, qui est un enchaînement de petites lettres. Donc, tous les jours, des milliards de fois dans la journée, on copie des milliards de petites lettres. Alors, souvenez-vous de vos années d'école. Est-ce que vous aviez 10 sur 10 en dictée tous les jours où vous alliez à l'école? Non. Il peut y avoir des erreurs. Donc, tous les jours, il y a des erreurs de copie. Et normalement, le corps est bien fait. Et quand il y a une erreur de copie qui se passe, la cellule s'arrête, regarde si elle peut réparer cet ADN et remettre le gène comme il faut. Si elle peut le faire, elle a le droit de survivre. Et si elle ne peut pas le faire, normalement, elle est programmée pour mourir. Mais ok, on peut faire des fautes d'orthographe, et puis quand on se relie, on peut rater la faute, et si la faute est ratée et que la cellule survit, et si la faute survient dans un de ces gènes-là, et ça peut déclencher ces maladies-là. Donc c'est comme ça que ces maladies sont déclenchées. C'est comme ça que vous voyez qu'on parle de mutations génétiques, mais que ce n'est pas des mutations qui sont acquises, et ce n'est pas des mutations qu'on peut transmettre à nos enfants. Mais voilà comment ça se passe, et voilà pourquoi ça arrive. Alors pourquoi ça arrive? Vous voyez, c'est bien souvent, c'est le hasard et c'est pas de chance. Et le professeur Rafou vous l'a expliqué, parfois, il y a un terrain génétique qui favorise les choses. Et il y a certaines familles où on a des NMP à plusieurs générations, dans plusieurs membres de la famille. On ne sait pas toujours l'expliquer. Probablement, effectivement, qu'il y a un terrain génétique favorable. Voilà, des gens qui sont moins forts en dictée, il y a des gens dont l'ADN est moins fort en dictée, ou des gens qui sont moins forts pour réparer tout ça. Et donc, c'est pour ça que parfois, il y a quand même des familles où c'est identifié, mais c'est très rare. Et dans la plupart des cas, vous voyez, c'est juste pas de chance. Alors, comment on découvre ces maladies myéloprolifératives? Bien souvent, c'est le hasard, c'est un suivi, une numération formule sanguine faite par le médecin traitant dans le suivi en ville, et puis on voit un peu trop de globules rouges, ou un peu trop de plaquettes, ou un peu trop de globules blancs, et on lance les explorations. De temps en temps, c'est le symptôme, ce sont des maladies qui sont symptomatiques aussi, parfois. Donc, quels sont les symptômes de ces maladies? La fatigue, les maux de tête, les troubles visuels ou auditifs, c'est-à-dire des petites mouches volantes devant les yeux, ou alors des bruits, des phosphènes, des acouphènes, des bruits dans les oreilles, parfois des vertiges, parfois des petits saignements, parce que quand les plaquettes montent, au début, vous allez voir, on va en reparler, le risque il est de faire des thromboses, et puis quand ça monte très très haut, paradoxalement on peut se mettre à saigner, donc ça peut être des saignements inhabituels. Et puis il y a des symptômes assez spécifiques par contre de la maladie, que sont les érythromélalgies, c'est-à-dire que on a des douleurs qui sont déclenchées par le contact de l'eau des mains ou des pieds, et puis le prurito, c'est-à-dire donc on se gratte après la douche. Les gens qui nous disent, c'est assez spécifique ça, quand je prends ma douche, je me gratte comme un perdu pendant une demi-heure, ou même docteur, j'ai arrêté de prendre ma douche parce que franchement ça me gêne. Donc ça c'est très spécifique, mais vous voyez que dans la plupart des cas c'est assez bâtard, et puis après dans la prise en charge de tout ça, après, au long cours, c'est plein de petits ennuis dans la vie qui gâchent un peu la vie. On n'est pas très malade, mais on a plein de petits maux qui nous gâchent la vie au quotidien. Alors, quelles sont les complications de ces maladies? Les principales complications des syndromes myéloprolifératifs, ce sont des
thromboses, des caillots qui se font dans les vaisseaux, dans les veines ou dans les artères. Et donc, on peut faire des thromboses, des phlébites, ou alors des maladies cardiovasculaires, des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux. Et donc, c'est vraiment les principales complications à court terme et c'est celles-là sur lesquelles on est le plus vigilant et c'est pour prévenir ces complications-là qu'on donne les traitements des néoplasies myéloprolifératives parce que les traitements permettent de limiter ces complications. Évidemment, les facteurs de risque de faire ces complications sont l'âge, les antécédents de complications vasculaires, qui a thrombosé thrombosera, c'est voilà, le leitmotiv qui fait qu'on est très vigilant chez les gens qui ont déjà thrombosé. Et puis, les plaquettes très élevées dans la thrombocytémie essentielle notamment, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on a les plaquettes qui augmentent, paradoxalement, à un moment, on est plutôt à risque de saigner. Les complications hématologiques sont plus rares et sont à plus long terme, mais justifient qu'on continue de surveiller ces patients au long cours en hématologie. Et donc, dans 10 à 15% des cas à l'horizon de 10-20 ans d'évolution, ces maladies peuvent évoluer. Donc, les thrombocytémies essentielles, les polyglobulides Vaquès peuvent devenir des myélofibroses et éventuellement à un autre stade, et elles peuvent aussi donner des syndromes myélodysplasiques ou des leucémies aiguës dont vous a parlé le professeur Rafou tout à l'heure. Ces risques-là, on les surveille. On a peu de moyens de les prévenir pour l'instant. Les médicaments qu'on donne ont surtout vocation à prévenir les complications à court terme vasculaires, mais pour l'instant, on n'a pas une grande preuve d'efficacité sur le risque d'évolution hématologique de ces maladies et c'est pour ça qu'on continue de travailler à essayer d'améliorer les traitements pour aussi prévenir ce risque de complications hématologiques à plus long terme. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire moi pour aujourd'hui et je suis ouverte à vos questions. Merci beaucoup. Alors, vous nous avez parlé des fautes d'orthographe de l'ADN. Je pense que tout le monde a compris ce qu'étaient les mutations somatiques maintenant. Alors, du coup, on avait une question d'Evelyne qui dit, est-ce que il peut y avoir plusieurs types de mutations, d'erreurs, de fautes d'orthographe? Est-ce qu'il y en a qui sont plus entre guillemets dangereuses ou qui vont donner lieu à des pathologies plus sévères que d'autres? Alors, on a l'habitude de dire que les 3 grandes mutations dont je vous ai parlé, CALR, JAK2 et MPL, sont exclusives. Donc, en général, quand on en a une, on n'a pas l'autre. Par contre, il peut survenir des mutations, qu'on appelle des mutations additionnelles, d'autres mutations dans d'autres gènes qui participent à la fabrication et à la régulation de la production des cellules sanguines. Et donc, ça, on peut le regarder aussi parce qu'effectivement, avec le temps, il peut s'accumuler d'autres mutations et c'est souvent par l'accumulation de ces autres mutations, d'ailleurs que ces maladies peuvent se transformer en leucémie aiguë ou en myélofibrose quand on a initialement une polyglobulite Vaquès ou une thrombocytémie essentielle. Donc c'est tout à fait possible et maintenant on a les moyens de le surveiller régulièrement par la prise de sang. En faisant une prise de sang, on peut surveiller un peu tous ces gènes. Alors on les connaît probablement pas encore tous, mais maintenant on est capable d'en surveiller à peu près 65 à la fois, voire 100 à la fois quand on fait des prises de sang. Donc c'est possible, on le surveille pour l'instant ce sont des données préliminaires, ce sont des données jeunes. Donc nous en centre hospitalo-universitaire, on recueille ces mutations de manière assez systématique pour justement pouvoir savoir quoi en dire, quelles mutations vont prédisposer plus à des évolutions un peu plus dramatiques de ces maladies au long cours, quelles mutations. Alors il y a aussi la question du lien avec les thromboses. Donc, par exemple, on sait que les patients qui sont mutés CALR ont une moindre tendance à faire des thromboses que les patients qui sont mutés JAK2 ou MPL. Donc, on ne traite pas forcément exactement de la même manière un patient qui a une thrombocytémie essentielle qui est muté CALR ou qui est muté JAK2. Donc, il y a ça aussi qui est important, effectivement, pour faire la différence sur le risque thrombotique. Là. Alors moi j'avais une question, docteur Sauvé. Est-ce qu'on sait justement ce qui provoque la mutation des gènes, ces fameuses erreurs de copie non corrigées
pourquoi tout d'un coup on devient très mauvais en orthographe à l'intérieur, quoi. Alors, on le sait pas. Au même titre que les leucémies aiguës, effectivement, les benzènes peuvent avoir été mis en cause et d'autres toxiques, mais dans la plupart des cas, non, on ne le sait pas. Pour l'instant, on dit aux gens, c'est pas de chance, mais effectivement, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que probablement il y a plein de facteurs génétiques qui rentrent en cause dans le fait d'arriver à surveiller si on est capable de ne pas faire de fautes d'orthographe, d'erreurs de copie, et puis si on est capable de les corriger. Et peut-être qu'à terme, dans quelques années ou quelques dizaines d'années, on saura dire, lui, il a plus de risques de faire des erreurs de copie et de ne pas les voir que son voisin. Mais pour l'instant, on ne sait pas le dire. Mais c'est pour ça que c'est important, quand vous êtes suivi en hématologie, s'il y a quelqu'un d'autre dans votre famille qui a une maladie hématologique, c'est important de nous le signaler parce qu'on essaye de recueillir des données sur les familles où il y a plusieurs personnes qui ont des maladies hématologiques pour voir si justement on va réussir à dégager des profils de susceptibilité à faire ces maladies-là. Donc on dit aux gens, parlez-nous-en. On va essayer de recueillir des informations. Vous allez peut-être aussi, on va vous demander de nous donner votre sang pour la recherche. Pour l'instant, on ne saura pas quoi vous dire. C'est vous qui nous aidez à avancer. On ne saura pas au début, pouvoir vous dire, alors votre fille ou votre fils, lui, il va avoir un problème ou pas aussi. Mais plus on recueille de données et plus à terme, on pourra peut-être vous le dire. Mais pour l'instant, c'est à vous de nous aider à essayer de comprendre ça. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse surveiller. Non, il ne faut pas que vous fassiez surveiller votre famille. Mais si dans votre famille, on vous dit tonton machin, lui aussi, il est mort d'un cancer du sang, machin, ou oui, ta machine, elle avait quelque chose comme ça, essayez de vous renseigner et puis on creuse. D'accord, on creuse. Mais voilà, mais sinon, dans la plupart du cas, du temps, c'est sporadique, c'est pas de chance, et il ne faut pas paniquer votre famille. Hein. Non, c'est juste au loto, on est un petit peu perdu, mais on a gagné plein d'autres choses. Alors, question de Domitille, encore une question sur les avancées de la médecine pour tout ce qui est NMP. Alors, ça avance aussi. Il y a plein. Il y a les NMP, les thrombocytémies essentielles et les polyglobulides vaquaises sont considérés quand même comme des maladies hématologiques de bon pronostic. Et ce sont surtout des maladies qui se compliquent au long terme. Donc les avancées sont plus lentes. Par contre, on a plein de médicaments qu'on commence par tester dans la myélofibrose. Donc tous les jours, nous, au centre d'investigation clinique, on reçoit des propositions pour tester des nouveaux médicaments. Ça avance. Pour ce qui est de l'immunothérapie, au même titre que les leucémies aiguës myéloïdes, on est moins accessible que les lymphomes et les myélomes dont vous parliez nos collègues tout à l'heure aux immunothérapies, mais pour les patients qui sont mutés calaires, ça arrive, c'est en train d'arriver. On va commencer à avoir accès au premier protocole dans les mois à venir. Donc pour les patients mutés calaires, l'immunothérapie est en train d'arriver. Alors, merci beaucoup. On a une webconférence spéciale pour les NMP le 11 septembre. Si on répond à toutes vos questions ce soir, on va se retrouver que Karine et moi le 11, on sera trop tristes. Donc, on va garder un peu de questions pour le 11. Et en revanche, il y avait une question qui était intéressante justement à la fois pour le professeur Rafou et pour le docteur Sauret. Comment distinguez-vous la myélofibrose et la leucémie quand dans les deux cas, les trois lignées diminuent? Est-ce que c'est cette fameuse baume? Exactement. Absolument. Voilà. On en passe par la petite séance de torture, mais non, qui n'est plus une séance de torture maintenant. C'est pas la meilleure journée de votre vie de faire une biopsie ostéomédulaire, mais ça se passe très bien. Surtout quand vous êtes dans les mains du docteur Sauret. Bon, merci beaucoup, docteur Sauret. J'espère que on aura le plaisir de vous avoir aussi avec nous le 11 septembre. En attendant, je vais laisser la parole au docteur Talbot qui a déjà plein de questions sur l'immuno. Donc, docteur Talbot, préparez-vous après sur le microbiote, les quartiers, etc. Allez-y, on vous met vos slides sur... Très bien. En attendant les slides, je tenais à remercier déjà tous les participants. Oriane et Dis-moi Santé pour de nouveaux
proposer ce type de webconférence qu'on a lancé depuis maintenant 3 ans, qui permet cette interaction plus directe via le chat, via les messages qui sont également modérés, et aussi de manière un peu paradoxale qu'on puisse consacrer, nous, en tant que médecins, plus de temps à beaucoup de patients sur le même créneau et avoir ce discours plus direct. Et félicitations oui, Ariane. Et félicitations à Karine pour cette deuxième session et du nombre croissant, et j'espère encore plus important l'année prochaine, pour sensibiliser. Et moi, je suis particulièrement intéressé pour cette pathologie, le myélomultiple, qui est un peu moins connue de manière globale dans la population générale que la leucémie aiguë et que le lymphome. Et donc, ma présentation, elle est surtout dédiée sur qu'est-ce que et comprendre le myélomultiple, et aussi comment on peut le diagnostiquer, plus que sur les traitements, mais là on pourra répondre à l'ensemble de votre question à la suite de la présentation. Et à titre personnel, je suis très heureux de pouvoir discuter face à des patients après quelques années de recherche et beaucoup d'animaux croisés, donc je suis très heureux de pouvoir avoir ce discours face à des patients. Alors, j'étais restée un peu discrète, mais alors, en fait, les webconférences Dis-moi Santé sont nées il y a 3 ans au moment du Covid. Je vous fais une petite parenthèse quand même, flashback de l'historique, grâce au docteur Talbot, qui à l'époque était chef de clinique à Saint-Louis, et qui m'a dit, c'est quand même les patients ont peur de venir à l'hôpital pour leur traitement. Certains ont leurs traitements qui sont repoussés, etc. Comment on pourrait garder ce lien direct avec énormément de patients? Et puis, ils ont beaucoup de questions sur le Covid. Et c'est comme ça que sont nées les webconférences. Donc, on l'a laissé partir 3 ans en Californie. Il rentre aujourd'hui, je crois. C'est son premier jour hospitalier français. C'est la rentrée c'est sa rentrée aussi, et donc je suis particulièrement contente de l'avoir avec nous ce soir. Ouais, très heureux de parler autre chose que du Covid aujourd'hui. Et je vous ai mis sur cette première diapositive le nom d'association auquel vous pouvez vous référer. Il y a un nombre très important de présentations pour aller plus en détail sur cette maladie qu'est le myélomultiple. Une association pour les patients qui est l'AF3M, Association française, après c'est 3M, donc des malades atteints du myélomultiple. Une association qui a vraiment un nombre d'adhérents très important et qui fait beaucoup de choses pour les patients, mais aussi pour mettre une pression pour faire accélérer le développement et l'autorisation des différentes drogues, différents traitements, pour que l'accès soit de plus en plus précoce. Donc vraiment, elle fait un travail remarquable pour cette action-là. Et l'autre, qui est l'intergroupe francophone du myélome, qui est le côté médical, qui design tous les essais cliniques pour cette maladie. Donc vous pouvez taper sur un moteur de recherche ces 2 associations et vous aurez un nombre important de référents et de documentation. Comme je savais que je passais après le professeur Rafou et le docteur Soré, j'ai limité sur la fabrication des globules. Je vais revenir rapidement. Et je commence par un mot d'épidémiologie du myélome multiple. Je vous ai dit, c'est peu connu de la population générale, et souvent les patients ne connaissaient pas ce terme avant d'être diagnostiqués, mais ça représente quand même 1% des cancers, de la totalité des cancers, donc c'est pas négligeable. Et au sein de notre spécialité hématologique, donc des maladies du sang, c'est 12%. Qui en fait la deuxième hémopathie. Donc hémopathie, je vais essayer de traduire tous les mots compliqués. Hémopathie, c'est une maladie du sang. C'est la deuxième hémopathie la plus fréquente après les lymphomes, et donc on va finir par les lymphomes avec le docteur Rossi. Et donc ça représente 5000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année en France. C'est une pathologie plutôt du sujet âgé. Donc la médiane d'âge, elle est de 70 ans, c'est-à-dire que plus de la moitié des patients sont diagnostiqués après 70 ans. Et c'est une pathologie qui a tendance à être en incidence augmentante avec l'âge. Une définition du myélome multiple, donc myèle, ça vient du grec qui est la moelle, et ome, c'est un amas de cellules, donc c'est un amas de mauvaises cellules au sein de la moelle osseuse. C'est une hémopathie maligne, c'est un cancer du sang qui se caractérise par la prolifération d'une cellule dont on n'a pas encore évoqué le nom aujourd'hui, qu'on appelle plasmocytaire. C'est cette petite cellule sur l'écran à gauche, une cellule qui est bien ronde avec un gros noyau qui est un petit peu excentré, et c'est une cellule très caractéristique dans le tissu hématopoïétique, puisqu'elle a une fonction principale qui est la production d'anticorps. Ces dernières années, on a beaucoup entendu parler des anticorps,
dont une des fonctions caractéristiques et principales est de se défendre contre les infections, surtout bactériennes. Et donc, un plasmocyte normal, il produit une grande quantité de plein d'anticorps différents. Vous voyez ici, j'ai fait un schéma où il y a 5 anticorps de 5 couleurs différentes, de 5 noms différents, pour nous se défendre de toutes les pathogènes qu'on pourrait rencontrer, qu'on est susceptible de rencontrer, qu'on a déjà rencontré, mais qu'on pourrait également rencontrer dans le futur, au niveau de tous les tissus. Donc, on a ce type d'anticorps qui peut circuler dans l'ensemble du corps humain. Et surtout, on a un test qui est très simple sur une prise de sang qu'on appelle une électrophorèse des protéines sériques. Un test très simple qui permet de mesurer, et vous voyez, c'est le petit dôme sur la fin tout à gauche, on peut mesurer le taux d'anticorps qu'on a dans le sang. Si notre plasmocyte il est normal, il va produire une quantité suffisante et il va surtout produire un répertoire, c'est-à-dire plein d'anticorps très différents. Et donc ça donne un aspect, comme vous voyez ici, de dôme. Et donc ça, c'est une caractéristique normale, d'une fonction normale de ces plasmocytes qui produisent un nombre d'anticorps en nombre suffisant et en quantité différente. Et un peu comme a repris très brillamment le docteur Soré sur les anomalies de dictée ou d'orthographe ou de réparation, il peut se produire au cours du développement du plasmocyte. À force de produire ce type d'anticorps, il peut se produire des anomalies. Et ces anomalies vont donner un avantage à ce plasmocyte. Il va se développer des caractéristiques de maladies cancéreuses, malignes. Et donc on appelle ça un clone plasmocytaire. Et ce clone plasmocytaire, vous voyez dans la case que j'ai appelée pathologique, il va se trouver déjà en nombre important, exagéré, en excès au sein de la moelle osseuse. Pour faire ce type d'analyse, il faut faire un myélogramme. On n'a pas besoin d'une biopsie ostéomédulaire. C'est un peu plus rapide, un peu plus simple à faire techniquement. On peut regarder les cellules au microscope en faisant une ponction au niveau de la moelle osseuse. Là où on produit la moelle osseuse, c'est préférentiellement le sternum et dans le bassin, qui sont les deux sites accessibles pour le myélogramme. Et on peut colorer et regarder au microscope. Et dans le cas d'un myélome multiple, on va voir une prolifération de ces plasmocytes. Sur la diapositive à gauche, vous voyez une seule cellule. Sur l'image à droite, on voit une dizaine de plasmocytes qui sont en amas accumulés au sein de la moelle osseuse. Et ça signe, ça caractérise qu'il y a une pathologie de ces cellules qu'on arrive facilement à repérer par un œil expert cytologique. Et ce plasmocyte, il va sécréter uniquement un seul type d'anticorps, toujours le même. Vous voyez ici, il est en jaune et en orange. Il a le même nom, on appelle l'immunoglobine G, c'est la plus caractéristique dans le myélome multiple. Donc il y a un nombre important de plasmocytes qui va sécréter toujours le même type d'anticorps, et encore avec le même examen très simple, juste une prise de sang, une électrophorèse des protéines sériques, on va pouvoir quantifier cette anomalie par le sang, puisque ces plasmocytes va sécréter toujours le même anticorps. Globalement, l'anticorps, il va migrer sur un gel particulier, mais comme il a la même densité, le même poids, la même charge, il va migrer toujours au même endroit. Et donc, ça donne une quantification. Et là, c'est une caractéristique très facile à mettre en évidence pour un médecin, pour tout type de médecin qui a une anomalie et qu'il va falloir creuser sur des examens du sang pour comprendre cette anomalie. Donc, de manière très caractéristique, c'est la définition du myélome multiple. Après, quels sont les symptômes du myélome multiple? Je vous ai dit, c'est une pathologie plutôt du sujet âgé. Et avec l'âge, on a tendance à développer plusieurs pathologies. On peut être polypathologique, avoir plusieurs soucis de santé. Et parfois, les différentes anomalies les différents symptômes, ils peuvent être peu spécifiques. Mais c'est le fait de l'association de ces différents symptômes entre eux qui doit évoquer le diagnostic par le médecin traitant, le médecin généraliste, ou vraiment la gravité et l'importance de symptômes nouveaux qui doit alerter. Une des principales caractéristiques du myélome, le myélome, il y a plusieurs noms pour le définir. Historiquement, on appelait par un des médecins qui l'a trouvé la maladie de Kaller, ou on appelle également le myélome multiple des os, puisque ça atteint préférentiellement l'os, et il va y avoir une activité qui va détruire le tissu osseux. Donc ça peut donner des douleurs osseuses, des vraies douleurs osseuses importantes, inhabituelles, au niveau là où on produit la moelle, donc le tissu hématopoïétique, au niveau du rachis, des côtes, du bassin, ou même des humérus. Et donc il y a un risque de fracture, une fracture pathologique, c'est-à-dire se casser un os pour un événement qui avait une faible cinétique, un événement qui n'était pas un choc traumatique très très important. Et ces anomalies peuvent aussi se produire au niveau de la colonne vertébrale et donc entraîner des lésions au niveau
de la moelle, cette fois-ci épinière. Souvent, c'est de là que vient la confusion entre osseuse et épinière, et donc entraîner des compressions médulaires et des signes neurologiques. Idéalement, et surtout historiquement, c'était des lésions qu'on voyait dans le passé, c'est-à-dire préférentiellement dans les 30, 40 dernières années. Mais si on est capable de détecter précocement la maladie sur des premiers signes d'alerte ou en faisant des examens, et de moins en moins, en fait, on voit ce type de complication qui est vraiment une complication importante du myélome multiple, qui est les douleurs osseuses et surtout les risques de fracture et de compression médulaire. Cette os qui va être abîmée va libérer dans le sang du calcium, et donc ça entraîne une augmentation du calcium dans le sang qu'on appelle une hypercalcémie. Cette hypercalcémie peut avoir des retentissements, encore une fois, sur le système nerveux, notamment des signes de confusion, un peu de confusion, de difficulté à réfléchir, à se concentrer. Comme l'a dit tout à l'heure le docteur Rafou, cette prolifération au sein de la moelle osseuse va également altérer la production des autres globules, et notamment les globules rouges, et donc ça entraîne une anémie, donc on est fatigué, on est pâle, on est plus essoufflé. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, une des fonctions du plasmocyte est de sécréter des anticorps pour se défendre contre les infections, notamment pulmonaires et ORL, puisque c'est là qu'il y a deux types de bactéries principales, qui est le pneumocoque et l'Haemophilus influenzae. Et donc, si on développe cette pathologie, on va être moins capable de se défendre, puisque ces anticorps qui sont produits en excès, ils sont pas efficaces pour se défendre, malheureusement, contre les infections. Donc, si on a des infections à répétition, alors que dans le passé, il n'y avait jamais ce type de souci, ça peut être une alerte, et en tout cas, c'est un signe pour le médecin traitant de mesurer par cet examen avec l'électrophorèse des protéines sériques dans le sang, rapidement et facilement, le taux d'anticorps, voir s'il y a une anomalie dans la production des anticorps. Et enfin, cette production en excès de protéines, d'immunoglobulines dans le sang, peut boucher, peut altérer la fonction du rein, et donc ça peut entraîner une insuffisance rénale. La difficulté de l'insuffisance rénale, c'est que souvent, il n'y a pas de symptômes avant, et c'est uniquement sur la prise de sang qu'on peut voir que la fonction de filtration du rein est altérée. Ça, c'est quand on a développé des signes du myélome qu'on essaye de détecter le plus précocement possible. Mais parfois, l'anomalie que j'ai évoquée plus tôt, qui est la production en excès d'une immunoglobuline, elle peut être asymptomatique. C'est-à-dire que le patient ne se plaint de rien. Il a juste cette anomalie dans le sang. Donc, on appelle ça une gammapathie monoclonale, juste un pic qui nécessitera une surveillance. Et c'est ce pic qui précède toujours le développement du myélome multiple. Sur la diapositive suivante, on va mieux le voir. Le myélome multiple, sur cette case-là à droite, est toujours précédé d'une phase qu'on appelle asymptomatique, où en fait c'est une maladie qui est évolutive, qui évolue dans le temps. C'est une hémopathie qui est chronique, c'est-à-dire que c'est sur des années, et l'évolution, elle se fait pas comme dans la leucémie aiguë du jour au lendemain, c'est sur plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, et les accumulations peuvent arriver. Dans cette phase de asymptomatique, on a tendance en France à surveiller les patients, surveiller précocement, à les éduquer, à leur apprendre les signes de la maladie, à apprendre les signes d'alerte pour éviter de traiter des patients qui ne nécessitent pas de traitement, et aussi pour pouvoir déclencher un traitement si les premiers signes arrivent avant qu'il y ait les complications que j'ai évoquées précédemment, notamment des lésions osseuses. Si cette évolution elle arrive, elle n'est pas systématique. Il y a des patients qui peuvent vivre toute leur vie juste avec cette phase asymptomatique sans avoir besoin de traitement, qui est la majorité des patients. Mais si elle arrive, il faut développer mettre en place un traitement. Donc on appelle ça le traitement de première ligne. Et vous voyez cette ligne rouge, en fait, notre façon à nous de suivre la maladie, c'est en fait une des premières façons qu'on a mis en évidence pour suivre une maladie, juste avec ces prises de sang. Quand on traite la maladie, dans la plupart des cas, on est capable de faire baisser cette protéine dans le sang. Et donc, on parle de rémission. Vous voyez ces petits crochets. Cette rémission, malheureusement, elle a un temps qui est variable. On essaye de faire de plus en plus des traitements, comme on a évoqué précédemment, qui sont une combinaison de plusieurs traitements, plusieurs phases de traitement. Si le patient est jeune et est capable de tolérer une forte dose de chimiothérapie, on va réaliser une intensification thérapeutique suivie d'une autogreffe, suivie de maintenance, puis de traitement de consolidation. Ça, c'est des phases de traitement qui peuvent durer jusqu'à 2 ans et demi. Et si le patient n'est pas capable de supporter ce type de traitement intensif, on s'adapte, on donne des traitements moins forts, mais tout aussi efficaces sur des longues périodes.
Au bout d'un moment, on peut décider d'arrêter ces traitements quand on considère que la maladie, elle est stabilisée, voire endormie très profondément. Mais cette maladie, on sait qu'on n'est pas capable en 2023 de la guérir et il y a toujours des phases de rechute. Et donc, vous voyez, il y a toujours ce pic qui a tendance à réapparaître. On n'est pas capable de dire à quelle date, à quel jour et dans quel délai. Mais dans tous les cas, on a besoin d'une surveillance rapprochée. On essaye un peu d'éloigner la surveillance, mais dans tous les cas, il y a une surveillance puisqu'il y a le plus souvent des rechutes. Mais à chaque fois, on arrive à redonner de nouveaux traitements. On change de ligne de traitement. Et je vais vous montrer sur la diapositive suivante les différentes molécules qu'on a à notre disposition. Mais en tout cas, encore aujourd'hui, malgré les traitements, on va parler un peu d'immunothérapie, de thérapie cellulaire, de CAR T-cells. Le plus souvent, ça reste une maladie chronique et dont on a des difficultés à obtenir des réponses extrêmement profondes et surtout extrêmement durables. Et c'est les travaux qu'on essaye de mettre actuellement. Je vous ai mis en gros la superposition de deux schémas. Un premier schéma en haut qui reprend en chronologie les traitements depuis 1962 jusqu'à 2000. Et vous voyez dans les cases en bleu, on a 4-5 traitements et certains traitements ne sont pas des traitements spécifiques de la maladie, mais c'est plus des traitements complémentaires pour consolider par exemple les os. Mais les seuls traitements qu'on avait en 1962, c'était un peu de melphalan et un peu de cortisone. Donc voilà, c'était à cette époque-là où les patients développaient des grosses maladies osseuses. Puis après, il y a eu l'utilisation de chimiothérapie qu'on appelait intensive avec de l'autogreffe. Mais c'est uniquement à partir des années 2010 et surtout la dernière décade de 2010-2020, et encore plus maintenant, et vous voyez toutes ces nouvelles cases, en fait, c'est de nouveaux traitements qui ont été approuvés au niveau européen pour cette maladie, et notamment plusieurs classes de nouvelles molécules qu'on appelle inhibiteurs du protéasome, immunomodulateurs, qui a permis, en les combinant ensemble, d'être plus efficaces et avoir une toxicité qui est différente de la chimiothérapie. Plus souvent, on ne réalise pas de chimiothérapie classique, mais l'association de ces molécules entre elles pour pouvoir cibler différemment et faire en sorte que ce pic diminue et que dans la moelle osseuse, les plasmocytes, qu'on appelle malins, disparaissent. Et vous voyez là, sur la deuxième partie en bas, il y a une ligne en pointillé avec de plus en plus de nouvelles molécules qui apparaissent, puisque, on l'a évoqué précédemment, mais dans le myélome, on sait que l'immunothérapie, donc l'usage d'un anticorps monoclonal qui est dirigé spécifiquement contre les plasmocytes, et la chance c'est qu'il est présent sur l'ensemble des plasmocytes malins, a permis d'améliorer la réponse, la qualité de la réponse contre cette maladie, et surtout est extrêmement bien tolérée. Donc ça, c'est une grande avancée pour cette maladie. Et maintenant, au lieu d'utiliser de l'immunothérapie, on peut également utiliser les cellules du patient, donc ces cases-là qu'on appelle les CAR T-cells pour des anticorps chimériques. On arrive à prendre les cellules des patients, à les modifier et les faire reconnaître une cible particulière qui est exprimée dans tous les cas de myomultiples pour les réinjecter chez les patients. Il y a des toxicités particulières à ce procédé, mais c'est une approche, un concept extrêmement efficace pour plusieurs hémopathies. Dans le myélome, on sait que c'est efficace, mais encore une fois, on a vu chez les patients que la rechute est toujours possible quand on perd ce traitement, quand les cellules qu'on a réinjectées chez les patients peuvent être amenées à disparaître, pas assez stimulées ou pas assez de mécanismes pour la faire survivre. Et donc la maladie a encore les capacités de rechuter. Donc voilà les différentes approches, concepts que je voulais évoquer avec vous, et notamment au sein de cette association, vous n'êtes pas forcément habitué à entendre parler de cette maladie du myélome multiple. Des signes qui peuvent être peu spécifiques, mais l'accumulation de ces signes, surtout chez des sujets âgés, doit faire évoquer dans de nombreux cas la possibilité de réaliser cet examen du sang qui est assez facile pour voir s'il n'y a pas une intervention à réaliser, en tout cas à surveiller. Je reste à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup, Dr Talbot. Donc, nous avez montré un schéma très visuel montrant que ça pouvait être une maladie à très long terme, mais qu'on n'en guérissait pas. On a eu beaucoup de questions sur l'immunothérapie, sur les CAR T-cells. Est-ce que c'est des alternatives? Alors, j'ai deux questions. La première, est-ce que c'est des alternatives qui, à terme, peuvent être prometteuses pour une éventuelle guérison du myélome, ou est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas suffisamment de recul? Et la deuxième question,
est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon simple ce qu'est l'immunothérapie et on avait même une question, la différence entre l'immunothérapie et les thérapies ciblées que j'avais vu tout à l'heure passer sur le chat des questions. Pour la première question sur les CAR-T-cells, c'est surtout le concept qui est intéressant, c'est l'usage de cellules du patient modifiées qu'on réinjecte pour traiter la maladie qui est intéressant. On voit que ce pic, cette protéine, dans l'immense majorité des cas, elle diminue après la réinjection des CAR-T-cells. Et on est un peu sur les premières générations de ce type de traitement. Et donc, les grands pans de la recherche, c'est de faire en sorte que ces cellules qu'on a réinjectées persistent dans le sang pour que leur action anti-maladie persiste au long cours. Cette étape-là, dans le myélome, elle n'est pas encore passée, donc c'est les grands voies de la recherche. Mais si cette étape, on arrive à la passer, à faire en sorte que la cellule, elle survive, bien sûr que ça sera un standard très important de traitement. Et quand un nouveau traitement arrive, on a tendance à remonter les lignes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on donne à des patients avec des maladies avancées pour le rapprocher, pour éventuellement, idéalement, le donner chez des patients en première ligne et traiter avec ça. C'est pas du tout encore le cas aujourd'hui. Tout se fait dans le cadre surtout d'essais cliniques. Donc c'est toujours important de le rappeler. C'est pas accessible partout encore. Après, pour l'immunothérapie, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le plasmocyte, la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, il présente à sa surface un récepteur qui est toujours présent. Il y a plusieurs récepteurs qui sont toujours présents et on est capable on a développé des traitements qui vont reconnaître spécifiquement ce récepteur et activer le système immunitaire pour détruire la cellule qui a été reconnue. Donc ça, c'est un principe de base en immunothérapie. Alors que la thérapie ciblée, c'est plus à l'intérieur de la cellule, jouer sur des voies de signalisation. Il y a quelques molécules qui sont disponibles dans le myélome. J'en ai pas parlé, sur des anomalies cytogénétiques qui peuvent être différentes dans le myélome. Mais il y a une voie qui peut être ciblée de manière spécifique. On essaye toujours, avec les différents examens, souvent quand il y a le diagnostic de la maladie, on multiplie les examens pour cartographier, identifier au mieux la maladie pour un patient donné. Et en fonction de ces éléments-là qui parfois nécessitent un petit peu de temps, on peut adapter le traitement pour qu'il soit le plus personnalisé possible au patient et aussi à la maladie. Voilà. Et alors, si je comprends bien, pour madame tout le monde que je suis, en fait, une cellule cancéreuse devrait être reconnue comme par son propre système immunitaire comme différente puisqu'il n'y a pas ces corrections d'orthographe évoquées par le docteur Sauret. Aujourd'hui, elles ne le sont pas, donc est-ce qui permettent de se multiplier et par tout un tas de mécanismes. Et en fait, l'immunothérapie permet au corps de se réarmer et de lutter soi-même contre ces maladies cancéreuses, c'est ça? Oui, c'est ça, mais il y a à la fois un jeu entre la maladie et les traitements. C'est-à-dire que la cellule malade, c'est une intelligente qui est capable parfois, dans l'immunothérapie, on a tendance à cibler ce qui est présent à la surface et elle aura toujours tendance à échapper au traitement qu'on lui met pour la tuer le plus possible. Et donc si ce récepteur de surface, par exemple, disparaît, c'est un des mécanismes de résistance. Donc, ce que vous disiez était exact, mais la cellule cancéreuse maligne elle-même a des capacités d'échapper à la pression antitumorale qu'on essaie de lui appliquer. Très bien, merci. Karine? Oui, moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a sur les myélomes des facteurs environnementaux qui ont été détectés? Alors, on a dit que c'est surtout lié avec l'âge. Donc, plus on est âgé, plus il y a ce risque. C'est moins clair que ce qui est le cas pour les leucémies aiguës. Il y a quelques petits signes pour certains pesticides. Principalement, il y a quelques cas familiaux qui sont extrêmement rares et qui sont pas du tout le cas le plus principal, mais le plus souvent, comme on l'a dit dans d'autres hémopathies, c'est une erreur sporadique chez un patient particulier. Très bien. Alors, dernière question, parce qu'après, il faut laisser la parole au docteur Rossi. Jeanne nous demande, est-ce qu'on est proche d'un vaccin donc curatif du myélome SVP? Alors, proche d'un vaccin, non, c'est des voies qui sont du domaine de la recherche, qui sont en train d'être étudiées, analysées, mais c'est pas disponible pour demain.
mais il y a des traitements nouvelles molécules ou nouvelle génération de molécules, nouveaux CAR T-cell thérapie cellulaire qui arrivent tous les 6 mois. Et donc, c'est surtout sur ces nouveaux traitements disponibles qu'on a la possibilité d'entraîner de nouvelles rémissions. Mais la vaccinothérapie, c'est pas disponible pour demain. Très bien. Merci beaucoup, docteur Talbot. Eh ben, on va laisser la parole au docteur Rossi. Docteur Rossi, on vous met vos slides. Donc on a des lymphomes NK dérivés de cellules de l'immunité qu'on appelle natural killer, des lymphomes T et des lymphomes B. J'ai vu le professeur Rafou qui mentionnait les leucémies lymphoïdes chroniques qui sont en gros un type de lymphome dérivé des lymphocytes B. Mais majoritairement, les cellules cancéreuses sont présentes dans le sang, raison pour laquelle on l'appelle leucémie lymphoïde chronique. Mais on va voir un peu la différence. Les différents stades de maturation, par exemple là, le stade de maturation de lymphocyte B, ce que je précisais, c'est que chaque étape de maturation peut être le lieu d'un processus de cancérisation, et ainsi, à chaque étape, il peut y avoir un type de lymphome. Le pendant physiologique, le pendant normal, peut être la source d'un cancer différent, donc un type de lymphome. C'est pour ça qu'il y a une diversité de lymphomes. J'ai mis un S en rouge. Et par exemple, la cellule qu'on appelle GC, c'est du centre germinatif qui sont dans les ganglions, c'est des lymphocytes B qui sont dans les ganglions. Quand elle se cancérise, elle peut elle peut donner plusieurs cancers. Par exemple, le lymphome de Hodgkin est issu de cette cellule, ou un lymphome B différent cellule. Il y a une petite erreur sur c'est un lymphome B différent cellule avec un M. Donc, ces deux cancers sont issus de ce type de maturation du lymphocyte B. Donc, ce qui est important, je pense, c'est comprendre que les lymphomes se développent à partir des lymphocytes, présents dans les ganglions, mais aussi dans d'autres sites. Alors ici, juste pour mentionner, on appelle ça lymphome de Hodgkin ou non hodgkinien, par référence à Monsieur Hodgkin qui a décrit le premier lymphome, donc le lymphome de Hodgkin en 1832, il y a quasiment 200 ans. Hein. Et donc, par référence au premier lymphome décrit, les autres ont été appelés non hodgkiniens. Donc dans les lymphomes de Hodgkin, il y en a plusieurs, mais pas énormément. Il y a les classiques et les non classiques. Mais dans les non hodgkiniens, il y en a, dans la nouvelle classification, il y en a pas loin du 90 différents. Donc l'idée, c'est que tous les lymphomes se comportent pareil, quelle que soit la complexité du diagnostic qui est de plus en plus complexe. Il y a des choses qui sont basiques et à comprendre pour parler de lymphome. C'est que ce sont dans la grande majorité des cas des ganglions qui grossissent de façon anormale dans différents sites. Donc en vert ici, représenté le circuit lymphatique, et sur ce circuit lymphatique sont branchés donc des ganglions un peu partout. Ils font moins d'1 centimètre chez nous tous, et parfois nous avons une augmentation de volume. Et alors toute augmentation de volume n'est pas un cancer, n'est pas un lymphome. Ça peut être lorsqu'on a une angine, on a les amygdales qui grossissent, et les ganglions cervicaux, on peut avoir pour une infection, c'est passager, mais lorsque ça perdure et que ça grossit de semaine et de mois en mois, là on réalise généralement une biopsie et on peut mettre en évidence un cancer type lymphome. Donc après, c'est la charge des médecins spécialistes, donc anatomopathologistes et biomolécularistes, de typer le lymphome exact. Par contre, l'ensemble des lymphomes, la dissémination, on donne des stades, et classé selon des stades. Donc soit c'est localisé dans un site, donc dans un ganglion, donc on appelle ça le stade 1, soit c'est 2 sites, et on prend comme référence le diaphragme qui partage le corps en niveau supérieur et niveau inférieur. Quand c'est 2 sites d'un même côté du diaphragme, en général au-dessus du diaphragme, on appelle ça localisé stade 2. Quand c'est de part et d'autre du diaphragme, on est en stade 3. On est toujours pour ces 3 stades dans le réseau lymphatique, dans le circuit lymphatique. Et par contre, le stade 4, là, il y a une dissémination hors du circuit lymphatique, donc dans le circuit, on va dire, sanguin. Par exemple ici, une localisation dans le foie. En plus des localisations ganglionnaires, ici aussi osseuses par exemple. Donc on peut avoir des localisations dans tous les organes parce que les lymphocytes, naturellement, on a notre immunité présente quasiment dans tous les organes. Il n'y a que dans le système nerveux central qu'on n'en a pas en théorie, et malgré ça, on peut avoir des lymphomes dans le cerveau parce qu'il y a la barrière de protection hémato-encéphalique qu'on appelle, est traversée. Il y a des moments où elle peut être perméable et les lymphocytes peuvent, notamment cancéreux, peuvent se retrouver dans le cerveau et arriver à poursuivre leur développement pour arriver à un cancer.
lymphome cérébral. Donc on peut avoir des lymphomes dans tous les sites du corps, parce que nos lymphocytes sont un peu partout, mais on les classe donc comme ça, stade 1 à 4. Les principes de traitement, brièvement, donc évidemment il y a des lieux communs avec le soutien psychosocial, l'environnement du patient à prendre en compte. Par rapport au traitement dur qu'on met en place, historiquement, par exemple le lymphome de Hodgkin, le premier traitement qui a été mis en place pour le lymphome de Hodgkin, d'ailleurs c'était à Stanford, c'était la radiothérapie, une radiothérapie quasi du corps entier. C'était très toxique, mais il y avait des taux d'efficacité et de guérison. Donc ça a été le premier traitement mis en place, et petit à petit, ça a été dans les années 50, les 50 et 60. Petit à petit, ça introduit donc les produits de chimiothérapie et des combinaisons entre les produits de chimiothérapie et la radiothérapie avec des modalités différentes. De nos jours, on utilise notamment pour le lymphome de Hodgkin la radiothérapie, mais avec des modalités beaucoup plus modernes, beaucoup moins toxiques et plus ciblées sur les ganglions en jeu et ne pas nuire aux cellules saines autour de ces ganglions, les sites atteints. On utilise les chimiothérapies en combinaison, évidemment. On continue notamment, vous avez peut-être entendu parler du CHOP, on appelle ça, c'est 4 produits de chimiothérapie qu'on associe, ou dans le Hodgkin, ABVD, par exemple, c'est 4 produits de chimiothérapie, c'est un acronyme pour 4 produits de chimiothérapie qui sont utilisés. Mais aussi, j'entendais Alexis Talbot préciser, dans les lymphomes, et ça a été le premier cancer où il y a eu, probablement un des premiers cancers où il y a eu un tel essor de l'immunothérapie et des CAR-T-cells. Donc je crois que les premiers traitements c'était aux États-Unis en 2014, 2013. Donc en gros on utilise l'immunothérapie, donc c'est l'utilisation souvent d'anticorps, donc de médicaments sous forme d'anticorps qui sont perfusés aux patients. Il y a plusieurs types d'anticorps, je vais y revenir dans une diapositive. Soit ils sont nus, soit on peut les armer. Vous voyez les petites étoiles rouges, c'est pour armer ces anticorps avec des produits. On peut mettre de la chimiothérapie, vous voyez, armé sur des anticorps. L'essentiel étant l'immunothérapie, c'est de permettre de faire des anticorps qui reconnaissent une cible que l'on détermine à l'avance. Par exemple, des anticorps spécialisés qui vont aller reconnaître le CD20 dans les lymphomes. Dans les myélomes, on a vu le CD38 ou d'autres cibles. Par type de cellules, il y a des catégorisations que l'on peut faire et des cibles particulières qui nous permettent d'utiliser ces traitements. Et ça a été une révolution depuis les années 2003. Par exemple, le rituximab a été étudié et combiné avec la chimiothérapie dans les lymphomes, par exemple lymphome B différentes cellules ou lymphome folliculaire, et ça a été une révolution. Ça a amené des gains spectaculaires d'efficacité. On a aussi des thérapies ciblées. Donc là, les thérapies ciblées, c'est plus en général par la bouche, c'est plus dans la cellule, il y a des molécules qui sont activées, c'est plus intracellulaire, il y a pas à la surface, c'est intracellulaire, il y a des molécules activées, et donc l'idée c'est avec des thérapies ciblées, aller cibler justement, comme l'indique son nom, ces molécules spéciales à l'intérieur de chaque des cellules cancéreuses. On peut avoir des thérapies ciblées comme mentionné anti-BTK, par exemple le BTK c'est un marqueur très important et très impliqué dans la leucémie lymphoïde chronique. Donc on peut cibler cette kinase, cette sorte d'enzyme très active sur ces cellules cancéreuses par des anti-BTK. Et enfin, il y a les CAR-T-cells derniers venus, comme mentionné par mes collègues. Donc les CAR-T-cells, là on utilise des cellules actives et vivantes, et on va voir dans une ou deux diapositives comment ça fonctionne. Donc j'ai fait 2 focus, l'un sur l'immunothérapie finalement qu'on appelle passive, où là la molécule qu'on injecte elle n'est pas vivante, mais elle requiert justement la mise en jeu de nos cellules de l'immunité pour fonctionner. Et par exemple, le plus connu c'est le rituximab qui se lie aux marqueurs des cellules B cancéreuses. Il y a aussi les cellules B saines qui l'expriment, le CD20, donc c'est un marqueur qui est porté à la surface comme une espèce de drapeau qui nous sert à avoir cette cible et à reconnaître ces cellules B, lymphocytes B. Donc le CD20, pour tout vous dire, on ne sait pas trop à quoi il sert. Son rôle est quasiment pas bien étudié et difficile à comprendre. Par contre, on sait qu'il est exprimé sur toutes les cellules B. Donc ça nous sert un peu
cheval de Troie, où on se sert de ce marqueur avec le rituximab dans les anticorps anti-CD20 pour aller se lier. Et en se liant, il y a plusieurs mécanismes d'action qui aboutissent à tuer la cellule cancéreuse sur laquelle il s'est lié, donc soit directement, soit en mettant en jeu notre immunité, donc par le complément, qui est quelque chose qu'on utilise au quotidien pour nous défendre contre tout un tas d'antigènes étrangers dans notre environnement. Et bien là, ça nous sert à aller tuer la cellule cancéreuse. Et puis on utilise aussi nos cellules de l'immunité normale, qui sont mis en jeu par le rituximab, vous le voyez, parce qu'ils permettent de se lier de l'autre côté. Et donc on utilise leur fonction pour aller tuer la cellule B cancéreuse. Un autre focus pour vous dire les grosses avancées. Les carticelles, alors c'est un schéma qui montre comment en gros on génère les carticelles et comment ça peut fonctionner, pour vous expliquer la différence avec l'immunothérapie passive. Là on prend des cellules, donc les cellules vertes ici, les cellules T du patient, et on les hors du patient, donc dans des laboratoires spécialisés et accrédités pour. On va modifier ces cellules T en les infectant avec des virus. Alors ces virus bien sûr sont inactivés, ils n'ont d'autre rôle là que d'aller dans des cellules pour aller faire exprimer par ces cellules un récepteur particulier. On construit un récepteur qui n'existe pas dans ces cellules T, c'est un récepteur particulier. On peut à façon déterminer dans le myélome des récepteurs pour aller tuer des cellules du myélome, des cellules de lymphome de Hodgkin, de lymphome B différentes cellules, etc. Et donc ces cellules, ce récepteur, il a le double rôle. À la fois il active ces cellules, elles sont survitaminées, surdopées, et en plus elles peuvent aller reconnaître la cellule cancéreuse que l'on veut tuer. Et ensuite, donc on les fait proliférer, et puis dans une poche, on reperfuse au patient ces cellules, et on attend on hospitalise le patient pour il y a quelques effets secondaires, donc parce que ça fait une espèce de grosse réaction immunitaire d'un coup. Donc l'idée est d'aller tuer les cellules cancéreuses et d'aboutir à leur mort. Et ça a montré une révolution, puisque dans des moments où la chimiothérapie et l'immunothérapie passive n'étaient plus actives, on n'avait plus d'autres solutions, plus beaucoup en tout cas efficaces sur moyen et long terme. Et celle-ci est une solution qui a montré une efficacité, donc c'est pas à 100%, ça marche très très bien dans, on va dire, entre un quart et un tiers des patients, avec un effet à long terme. Dans un autre quart, ça marche et rapidement. Après, il faut trouver des solutions alternatives, mais on voit qu'on a fait des progrès majeurs et ça continue avec des carticelles maintenant de deuxième, troisième génération qui arrivent. On peut cibler, par exemple, 2 récepteurs à la fois en même temps. Donc voilà ce que je voulais vous dire les grandes pistes que je voulais évoquer avec vous, à la fois sur le plan diagnostic, savoir ce qu'est un lymphome, et les grands principes de traitement de ces lymphomes. Merci beaucoup. Donc je vais faire remonter tout le monde sur scène. Merci beaucoup d'avoir réexpliqué les lymphomes. Karine, est-ce que tu as une question particulière ? Alors, attendez, que j'y arrive. Comment les lymphomes arrivent ? Comment les lymphomes arrivent ? C'est une bonne question. C'est une bonne question c'est un sujet de recherche à part entière. Il y a de multiples causes. C'est pas héréditaire. C'est pas une maladie héréditaire déjà. Par contre, comme nos cellules de l'immunité sont la première barrière contre notre environnement, notre macro-environnement, donc à la fois ce que l'on respire, ce que l'on mange, tout ce que l'on a, toutes ces expositions font qu'on sollicite notre système immunitaire. Et avec l'âge, il y a aussi le facteur âge qui prend en compte, où il y a des erreurs qui se font dans la façon de réagir de notre immunité. Toutes ces cellules, elles ont des mécanismes multiples, des centaines, pour ne pas justement se cancériser. Mais au bout d'un moment, ces systèmes de contrôle sont moins actifs. Et on pense qu'il y a des relations avec notre environnement, les polluants au sens large peuvent jouer un rôle. Donc en gros, il y a beaucoup de facteurs. Par exemple, il y a un des lymphomes chez les agriculteurs maintenant est une maladie professionnelle, parce qu'on a mis en évidence qu'il y a des produits toxiques chez les agriculteurs qui ont été utilisés, qui
qui sont corrélés à l'avènement de lymphome, mais en gros, chez, on va dire, les non-agriculteurs et les métiers non exposés à ces toxiques-là, c'est plus un ensemble de facteurs, on pense, liés à notre environnement et à la fois l'âge et notre génétique. On a tous une génétique différente, donc toute une immunité construite différemment. Donc, effectivement. Donc, en gros, il y a l'environnement et ce qu'on appelle le pas de bol. Le pas de bol. Oui, c'est ça, il y a une zone de pas de bol, effectivement. D'accord. Merci. Alors, on va poser une dernière question parce qu'après, là, on a déjà un peu dépassé notre temps imparti. Y a-t-il un lien entre un patient qui a eu un lymphome jeune avant 20 ans? Est-ce qu'il y a un risque à l'âge plus âgé de refaire un lymphome à l'âge adulte? Est-ce qu'il est plus important? En général, quand les lymphomes en pédiatrie ou par exemple on a des formes de lymphome aigu, lymphoblastique, c'est plutôt des pathologies en pédiatrie qui sont, par l'extrême majorité des cas, guéries pour la vie. Parce que les traitements fonctionnent bien et ces pathologies particulières, il n'y a pas de lien entre, c'est pas parce qu'on fait un lymphome de différentes cellules qu'on a un surrisque de faire un lymphome de Hodgkin ou le contraire. C'est plus entre les lymphomes, on ne connaît pas de relation particulière. Il y a des patients qui sont touchés par plusieurs types de lymphomes dans leur suivi, mais là c'est la faute, comme disait Karine, vraiment pas de bol, on va dire, pour l'instant à nos connaissances actuelles. Par contre, on sait que il y a un facteur qui joue outre les lymphomes. Quand on a eu un cancer jeune et traité, effectivement le risque c'est plutôt des effets secondaires à long terme liés au traitement qu'on a eu. Donc le suivi normalement continue, et même avec le médecin traitant, pour garder ça en ligne de compte sur plutôt les effets à long terme des traitements qu'on a eu. Mais pas, il n'y a pas de lien identifié entre deux types de lymphomes 20 ans après. Non, c'est pas connu. Eh ben, merci beaucoup à tous. Je vais laisser le mot de la fin à Karine. Merci pour vos messages parce qu'on voit bien qu'on est passé d'une époque de Jean Bernard où il n'y avait pas grand-chose, qui était le père donc de l'hématologie, à énormément de traitements, à des perspectives encore plus importantes. Et avec Karine, on a fait aussi pas mal de webconférences aussi sur la prise en charge plus globale du patient, sur la fatigue, sur la sexualité, etc. Donc les choses évoluent pour à la fois guérir ou être en vie le plus longtemps possible, chroniciser la maladie, mais aussi vivre le mieux possible avec une qualité de vie qui soit la meilleure possible. Donc merci beaucoup pour tous ces messages. Je vous souhaite à toutes et tous un bon week-end. Et donc Karine, mot de la fin. Rapidement, vous n'oubliez pas les dons du sang, les dons de moelle osseuse. Ensuite, vous partagez votre clip à fond les ballons, vous en parlez tous, toutes là, parce qu'il faut que ça fasse du bruit. Et enfin, moi je vous ai dit tout à l'heure qu'à chaque fois j'apprenais quelque chose. Là, grâce à cette webconférence, j'ai quand même appris que j'avais une moelle absolument nulle en orthographe. Donc, je vais essayer de lui acheter un petit Becherel ou trouver un truc magique pour que ça aille de mieux en mieux. Voilà. Et sinon, de toute façon, vous allez, vous, tous les médecins, vous débrouiller pour que nos moelles fassent que des progrès et deviennent les premières de la classe. Voilà. On a des correcteurs d'orthographe. Bah, écoutez, allez-y à fond, vous les perfectionnez et nous, on est prêts à les adopter.